Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France. Histoire poudreuse et vécue de héros imaginaires, légendes apocryphes de mythes séculaires, tourbillon de fragments de sons et de livres, de textes sacrés, de traductions édulcorées, de cryptogrammes enchanteurs, de cartes au trésor, de biographies d'Atrides, tous et toutes reflétés à l'infini en un kaléidoscope d'images surannées sans cesse rapiécées par les marchands du temple et les sorcières borgnes. Rennes-le-Château, capitale secrète de l'histoire de France, comme on la nomme parfois, véhicule depuis plus de 30 années de bien curieuses aventures. Territoire captivant, carrefour de l'étrange, du maudit, du salvifique aussi. La terre audoise visigothique et mérovingienne serait-elle là comme une loupe grossissante, affamée de passions dévorantes, pour mieux célébrer encore le festin des dieux, se repaissant ainsi de nos infirmités maladives et triviales, de nos orgueils infinis. Histoire d'argent maudit et de diables boiteux, de tombes entr'ouvertes, d'où sortent des marquises en mantilles noires et blanches, de nègres dables. Histoire vraie réellement inventée jusqu'à en perdre haleine, d'abbés mythomanes, de prêtres assassinés, de cantatrices mystérieuses, de pouvoirs magiques et de filtres d'amour, de cryptes secrètes, de grimoires anciens dissimulés dans des colonnes creuses. Contes pour enfants ou allégories subtiles. Devant tant de choses trappes à décrypter, le questeur, devenu fou, tel un enfant aveugle perdu au milieu d'une forêt de songes, à tâtons, recherche une sortie, faute de savoir inventer une fin à cette histoire. Parcourant ce labyrinthe de brume, déroulant derrière lui une ligne rouge du sang des justes, le lecteur s'approche parfois de l'hypothétique centre où, à demi endormi, à demi occulté, veille en embuscade sur un seuil de braise un gardien de feu, cornu à souhait, officiant comme il se doit, un genou à terre, entièrement satisfait de sa capitation, chargé qu'il est de mentir, d'injurier sans cesse le bon sens comme la vérité. Mais qu'en est-il en réalité de cette légende torve, de cette étrange trajectoire de ce curé aux milliards, aîné d'une famille de 7 enfants, né à Montazel dans l'Aude, un 11 avril 1852, qui va révolutionner l'histoire occulte du XXe siècle en Europe et passer l'Atlantique 100 ans plus tard pour rejoindre le Nouveau Monde au point de faire connaître partout sur la planète ce petit village minuscule perché en plein pays cathare entre vignes rouges et cieux battus par les vents de l'histoire. Qu'en est-il exactement de cet abbé Béranger Saunière, arrivé frais et moulu de son diocèse de Carcassonne un certain 1er juin 1885 à Rennes-le-Château, l'antique Rédé, la capitale des Visigoths, dit la légende. Tout part de là, de cette date rougie par l'histoire et de ce village, sans repère, à marquer d'une pierre blanche sur ce territoire du Razès, marche des peuples anciens propres à transiter entre la cité de Carcassonne et les monts des Pyrénées. Notre jeune curé bien bâti, fort en gueule, attendu là-haut pour prêcher la bonne parole à des âmes en déshérence, arpente les flancs de la colline envoûtée, sûr de lui et certain de son étoile, pour venir jusqu'à la cité des chariots, jusqu'à la petite église ruinée dédiée à la pécheresse aux cheveux roux. Pour venir jusqu'à nous aussi, par des chemins détournés, apporter le merveilleux aux foules enivrées en mal de repères.
Se doute-t-il, le peut-il seulement, de ce que ces pas, cette marche en avant vers cette lumière-là, va provoquer dans quelques années, juste après sa mort? Se doute-t-il de quel flot de paroles débordantes, de quel torrent intarissable d'encre bleuie par les hommes, se mêlant inextricablement aux eaux rougies de la Salse, va provoquer le moindre bruissement de sa soutane griffée par les ronces des coteaux en contrebas du village? Se doute-t-il de ce que ces prétendues découvertes, dont il ne parla jamais ouvertement, vont engendrer un raz-de-marée d'encre et de papier, bien au-delà des Corbières? Le secret de la Bessonnière, c'est de cela qu'il s'agit. De ces aventures mêlées qui le concernent au premier chef, jaillies de cette source vive, jamais tarie par le temps, il nous faut aujourd'hui nous pencher. Mais par quoi débuter? Sans doute le jeune prêtre, avec tout ce qui a été écrit sur son compte, ne découvrirait pas lui-même aujourd'hui le fil de sa propre histoire. Au village, l'affaire est rude, inattendue, désespérante au possible. Dans cette cure vide abandonnée de Dieu, dans ce presbytère désavoué, dans cette église désertée, dans cette paroisse parfois hostile, la Bessonnière se doit maintenant de construire sa destinée de prêtre, en reconstruisant ce qui deviendra son domaine et par là même sa biographie. Aidé en cela, dit-on, par la donation d'une bienfaitrice, dans un premier temps, la comtesse de Chambord, les travaux vont bon train. Puis secouru, c'est bien là le mystère, par une armée d'anges salvateurs, Saunière va, en 12 petites années, remettre entièrement sur pied l'église, sa décoration, ses abords, le presbytère, les jardins à proximité. À la suite, notre abbé va acquérir tous les terrains du village haut pour se faire construire un domaine, une maison de style Renaissance, la Villa Bethany. Une tour néo-gothique attenante, la tour Magdala, qui lui servira de bibliothèque, tout ceci agrémenté d'un parc constitué de verrières, belvédères et fontaines, jardins, orangeries, serres et potagers. C'est durant les premières années de réfection des bâtis, de restauration et d'aménagement de l'édifice religieux, nous dit la légende. Mais à quelle date précisément que notre prêtre découvre un trésor, des objets de valeur, une crypte sous l'église, un secret d'État, un secret d'église, des parchemins codés qu'il aurait, sorte de carte au trésor, amenés plus loin encore, dans le cimetière, dans les collines avoisinantes, vers Rennes-les-Bains, chez son confrère Boudet, à Paris, à Lyon. Qui peut dire avec certitude? Tout ce que l'on constate, c'est bien qu'en quelques années, l'abbé de Rennes-le-Château, le curé au milliard, est devenu riche à millions. Mais de quel trésor s'agit-il? De celui de Montségur et des Cathares, ce qui peut sembler plausible. De celui des Visigoths ramenés dans le sud de la France, après le pillage de Rome, par les guerriers d'Alaric. Les inventaires successifs, opérés en Occitanie et en Espagne par la suite, ne mentionnent nullement de référence au trésor de Rome. Et d'où venait le trésor de Rome, si ce n'est de Jérusalem? On parla donc aussi de la fameuse Arche d'Alliance, qui aurait été cachée dans le Razès. Était-ce le trésor des Templiers, ramené d'Orient après la chute de Saint-Jean d'Acre, en 1291? Le trésor de Blanche de Castille, on le rapporta un moment. Ou encore le trésor du berger Ignace Paris, qui est peut-être le même. S'agissait-il d'un magot caché dans l'église Marie-Madeleine pendant la Révolution française? S'agissait-il d'une découverte de documents généalogiques en relation avec le trône de France et les Mérovingiens? Ou encore un document archaïque composé d'écritures primitives, en araméen peut-être, un apocryphe remettant en cause les évangiles canoniques, un texte vénérable stipulant que le Galiléen, marié à Marie-Madeleine, aurait eu une descendance, ne serait pas mort crucifié, mais aurait fini ses jours en terre de Provence. Pouvait-il s'agir, ce trésor-là, d'une tombe non moins sacrée, celle d'un grand Romain, dont nous parle Nostradamus, ou même de celle du Galiléen lui-même? La version moins prosaïque
et plus officielle, la mieux partagée aujourd'hui par les chercheurs, nous parle, elle, tout bonnement, d'un trafic de messes organisé par l'abbé Saunière. L'étude des carnets du curé est à cet égard très révélatrice, mais bien sûr porte moins à la rêverie. Trafic de messes et dons importants, s'il n'explique pas tout le mystère, loin s'en faut, offre sans doute à l'affaire une couleur moins argentée mais plus proche d'une certaine vérité. Pour tout dire, il n'y a sans doute pas un trésor de l'abbé Saunière, mais des trésors de nature différente qui, se superposant, ont donné lieu à cet amalgame d'histoires composites, hétérogènes et contradictoires, tout au moins en apparence. Une thèse n'excluant pas forcément les autres. À cet égard, la vision de l'aigle, prônée par l'anthropologue Carlos Castaneda, élève du chaman Don Juan, prend ici tout son sens. Mais quelle difficulté de prendre parfois de la hauteur pour mieux discerner l'essentiel, dans une vue grossissante. De la même manière et dans le même esprit, pour le chercheur aguerri confronté depuis des années à l'affaire de Rennes, il ne lui aura pas échappé que de nombreux éléments factuels cryptés, graphiques, calligraphiques et paléographiques, des tableaux, des œuvres d'art et littéraires furent sciemment codés depuis des siècles, afin de laisser un message à la postérité. Or, si ces messages ou codages ne furent jamais éclairants pour le vulgum, c'est sans doute parce que nous utilisons des références identiques pour des codages différents, sans tenir compte des strates, de la pluralité des systèmes de codage mis en place selon les époques, de quelle manière et surtout par qui ils furent réalisés. Des parchemins de Pierre Plantard à la comtesse de Cagliostro de Maurice Leblanc, des bergers d'Arcadie de Poussin au cromlech de Rennes-les-Bains de l'abbé Boudet, ce n'est pas le message qui change, mais le codage. Voilà tout. C'est ainsi que l'on rentre dans l'arène. Lorsque Monseigneur Billard, évêque de Carcassonne, décède en 1901, laissant la place vacante à Monseigneur de Beauséjour, l'abbé Saunière se retrouve sur la sellette et, sommé de s'expliquer par sa hiérarchie aux alentours de l'année 1909 sur son train de vie dispendieux. C'est pour trafic de messes et simonie que notre abbé de Rennes-le-Château est contraint de se justifier, et non pour dissimulation indue de trésors sacrés ou d'archives secrètes. Ce qui prouve bien après tout qu'à l'époque, l'entourage ecclésiastique du prêtre audois, auquel Saunière était subordonné, se trouvait être sans doute plus au fait des agissements suspects de l'abbé que bien des chercheurs d'aujourd'hui. Celui-ci, finalement accablé par son évêque, va se retrouver condamné à une suspense ad divinis. Autrement dit, il lui est interdit d'exercer son pouvoir d'ordre, c'est-à-dire d'administrer les sacrements. L'abbé Marty, son remplaçant, est nommé curé à sa place à Rennes-le-Château. Saunière mortifié, reclus comme un loup dans sa tanière, meurtri, se réfugie dans son domaine, qu'il refuse de restituer, et pris dans une petite chapelle qu'il aménage, dans une véranda jouxtant la villa Béthanie. Ces luttes intestines éprouvantes, qui ont jeté l'opprobre sur sa fonction et son honneur, le minent, et il décède le 22 janvier 1917, après avoir reçu les derniers sacrements. Monseigneur de Beauséjour profite alors de l'aubaine et tente de récupérer les biens de l'abbé. Mais quelle n'est pas sa stupéfaction de découvrir alors que l'intégralité des 10 biens et du domaine du prêtre de Rennes-le-Château sont au nom de sa servante, Marie Desnarnaud. Celle-ci décède à son tour en 1953, emportant avec elle le secret de l'abbé Saunière, un secret qu'elle ne voulut jamais révéler. S'adressant à Noël Corbu, le repreneur du domaine, Marie Desnarnaud lui confiera « Mon bon Noël, un jour je vous dirai un secret qui vous rendra riche, très riche. » Pourtant Noël Corbu n'en saura jamais plus. Des différents scénarios propres à échafauder un tombereau d'hypothétiques contes en une tumultueuse histoire audoise. Il ne sera pas question ici, à la suite, en cet espace clos. Pas de vérités immuables, pas d'invectives azimutées. Le travail entrepris, pour une fois dans cet ABC, n'est pas dénoncé en de tapageurs théorèmes emplis d'affirmations gratuites,
une énième version définitive d'une histoire folle, susceptible d'endormir debout des foules ensommeillées aux quatre coins de la planète. Lorsque le mythe naît, tel l'hydre de Lerne, ce sont ses têtes qui repoussent et qui renforcent le monstre dans sa gigantesque entreprise de déstabilisation et d'épouvante. Du chaos et de la confusion naît Diabolos, antonyme de Symbolos, celui qui réunit. Ce diable de Rennes, cet Asmodée gardien du seuil, que nous présenterons volontiers ici comme une sorte d'emblème infernal du lieu, va faire exploser, en moins d'un siècle, les processus pacificateurs de cette histoire peu banale, que nous venons de conter en une myriade de quêtes sémantiques, plus incertaines les unes que les autres. Faut-il en avoir peur ou s'offusquer, alors que les têtes de l'hydre ne sont seulement que des livres? L'affaire de Rennes vient de commencer. C'est en 1951 que Robert Charroux fonde de façon informelle, ce ne sera jamais une véritable association type 1901, le Club international des chercheurs de trésors. Cet institut, composé d'aventuriers de tout poil, d'écrivains, de chercheurs, de radiesthésistes même, va lui permettre de se mettre en relation avec un nombre très important de personnalités de tout acabit, qui vont alimenter d'abondance l'explorateur écrivain en information et documentation de première main et lui suggérer d'écrire, grâce à cette matière recueillie, ces différents ouvrages à composantes trésoraires. De ces sources nombreuses naît en 1972 Trésor du monde, version homonyme mais remaniée d'un même ouvrage publié 10 ans plus tôt avec, dans cette nouvelle mouture, un chapitre sur Rennes-le-Château plus conséquent. Charroux publie en 1962, soit 5 années avant l'or de Rennes de Sède, dans son Trésor du monde, un chapitre intitulé « 8 milliards dans une tombe » et brosse à grands traits l'essentiel de ce qui va devenir le fondement de la légende de Rennes-le-Château. Charroux reprend là les contes traditionnels et les témoignages colportés dans le pays depuis le début du siècle et n'identifie pas vraiment la nature et la source du trésor. Tantôt pense-t-il à celui de Blanche de Castille, tantôt dans un autre chapitre à celui des Cathares. Historiquement, si l'on veut bien prendre en compte différents articles de la presse quotidienne parus un peu plus tôt, du journal belge Le Soir, daté de février 1948, du Midi Libre du 12 janvier 1956, de la Dépêche du Midi des 12, 13 et 14 janvier 1956 et de l'Indépendant du 1er septembre 1956. Nous avons là des dates émergentes et certaines à prendre en considération. Pourtant, ces articles, comme celui de la Dépêche du Midi du 12 janvier 1956, pour le plus connu, passent quasi inaperçus à l'époque. Faut-il l'écrire? Ces informations sommaires seront reprises parfois partiellement, dans ces mêmes années, par quelques revues à plus fort tirage, telles que Noir et Blanc ou Tout savoir, mais rien de bien consistant en fait sur le plan de l'analyse historique concernant le mystère qui nous préoccupe. Il nous faut également citer l'article du 13 août 1962 dans l'Indépendant qui évoque la piste des Templiers du Razès. Toutefois, on peut légitimement se poser la question des sources avérées concernant ces articles. Hormis la tradition populaire locale, il est important de citer l'ouvrage souvent oublié dans les meilleures bibliographies de Jean Giroux, L'itinéraire en terre d'Aude, publié en 1936, qui signale dans son livre, page 169, ce passage rarement cité dans sa totalité. Nous sommes au cœur du pays wisigoth. Il nous reste à visiter la capitale du Razès, l'ancienne Rédé. À la sortie de Couisa, une route monte vivement à gauche. C'est le chemin de Rennes-le-Château. Sur l'arête du plateau se découpe un décor singulier. Des maisons en ruine, un château féodal délabré, surplombent et se confondent avec la falaise calcaire, puis des villas, des tours à véranda neuves et modernes, contrastent étrangement avec ces ruines. C'est la maison d'un curé qui aurait bâti cette demeure somptueuse avec l'argent d'un trésor trouvé, disent les paysans. Il faut monter à Rennes-le-Château,
magnifique belvédère du Razès. La route escalade la rampe au-dessus de la Sals. De l'autre côté, les ruines du château de Custossa surgissent et découpent un décor médiéval dans le ciel. À travers la lande et les guérets, on grimpe jusqu'au faîte. Brusquement se découvrent les horizons et le crâne chauve de Bugarache. Le panorama s'étend, splendide et divers. Au pied méridional du village s'étend un grand plateau escarpé. C'est là que les Visigoths élevèrent une ville de 30 000 habitants, métropole de tout le pays de Rédé ou Razès, qui fut rasée en 1170 par les troupes du roi d'Aragon. Devant les grands espaces déserts de ce plateau, il est difficile de faire surgir dans son esprit une ville qui, au VIe siècle, eut une importance plus considérable que Carcassonne. Tout vestige a disparu sur ce plateau, porté par la corniche rocheuse taillée à pic, comme un rempart sur les vallées. Et pourtant, Rédé était à cette époque une des cités diocésaines de la Septimanie. Après avoir abjuré l'arianisme, le roi Récarède faillit même déplacer l'évêché de Carcassonne à Rédé. Après le concile de Narbonne, en 788, Rédé étant chef-lieu de diocèse, terme emprunté aux Romains qui désignait ainsi une section de province, un évêché fut installé et rattaché pour le spirituel à l'archevêque de Narbonne, primat des Gaules. De tout ce passé, il ne reste aujourd'hui qu'un splendide belvédère. En bas, dans la vallée de l'Aude, les toits longs et rouges d'Esperaza, où se fabriquent les chapeaux. On reconnaît Fa à son donjon wisigoth, puis des villages s'égrènent, jusqu'aux montagnes de Chalabre et du pays de Sceaux. Au sud et à l'ouest, c'est la haute vallée de l'Aude, avec la forêt des Fanges, qui étire toute sa sombre parure de sapin, l'Aude avec ses défilés et ses gorges taillées à pic, qui, par le Carcanet, montent jusqu'en Cerdagne. À l'est, la vallée de la Sals, couronnée par les ruines de Custossa, de Blanchefort et les vertèbres dénudées de Bugarache. Au nord et en bas, Couisa et le château de Joyeuse, le manoir de Montazel, les collines odorantes d'Alais et de Limoux, et au loin la ligne bleutée de la croupe allongée de la montagne noire. Ce livre possède une importance capitale à nos yeux dans la référence au mythe qui nous préoccupe, puisque c'est, en réalité, le premier ouvrage qui met en avant avec évidence, 14 années après le décès de l'abbé Saunière, ce qui est peu, les rapports circonstanciés des villageois concernant un trésor trouvé par le curé de Rennes-le-Château. Donc, dès les années 30, la légende du village accepte pour réelle l'idée d'un trésor découvert par l'abbé de la paroisse. On ajoutera volontiers à ces quelques considérations d'auteur, dans le cadre de cet inventaire historique, le témoignage important de Claire Captier, qui nous signale qu'il y eut bien avant la Seconde Guerre mondiale des projets de fouilles discrètes menés par des chercheurs de trésors à Rennes-le-Château. Ajoutons bien sûr Noël Corbu, mais bien plus tard, qui façonne à sa manière la légende du trésor du curé de Rennes-le-Château dès les premiers mois de l'année 1953, mais touche alors seulement un public restreint de touristes de passage. On ne peut oublier non plus la date d'avril 1967, avec la rédaction du rapport de Jacques Chollet. Sans parler pour l'heure des années 1965 à 1967, avec les apocryphes plantardiens déposés à la BNF, les descendants mérovingiens ou l'énigme du Razès wisigoth en 1965, un trésor mérovingien à Rennes-le-Château en 1966, une réédition partielle des pierres gravées du Languedoc d'Eugène Stubelin, anciennement publié à Limoux en 1884, et enfin, en 1967, le fameux texte « Le serpent rouge » des trois auteurs, Pierre Feugère, Louis Saint-Maxent et Gaston de Coquer. Si l'on veut bien ajouter à ce maigre butin les différentes éditions des livres de Gérard de Sède, L'Or de Rennes de 1967 et 68, ouvrage curieusement élaboré, si l'on se réfère à ce que nous venons d'écrire. Entre 1965 et 66, nous avons là, posé sur la table de notre bureau,
Avec les ouvrages de Robert Charroux, la matière cardinale qui va composer au mi-temps du siècle dernier la première pierre de touche de ce qu'il convient d'appeler le secret de l'abbé Saunière.